Bonjour et bienvenue à tous donc pour ce deuxième WebTech de la rentrée. SCS donc a souhaité faire un peu de pédagogie autour des technologies qui sont au cœur de nos capteurs, qui permettent à ces capteurs donc d'être de plus en plus intelligents, d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités. Et aujourd'hui, c'est InsightSIP qui va nous éclairer sur les spécificités de chacune des solutions ASIC, SOC, SIP ou chipset en fonction de l'application cible. Et donc, on va mieux comprendre la meilleure solution technique, la meilleure solution commerciale, qui doit bien sûr comprendre innovation technologique, excellence opérationnelle, tout en promettant des devices très, très performants, personnalisés, miniaturisés aussi et à coût réduit. Pour information, donc vos micros sont coupés, mais vos questions, comme d'habitude, sont bienvenues par écrit dans le module questions, dans le menu GoToWebinar que vous devriez avoir à droite sur votre écran. Et elles seront traitées à l'issue de l'intervention de Michel Béguin, CEO de SAP, de InsightSIP, pardon. Voilà. Sans plus tarder, Michel, je vais te donner la main. Oui, bonjour. Vas-y. Tu fais la suite là, de la présentation des prochains rendez-vous, je suppose. Je ferai ça après. Là, je t'ai donné la main, tu devrais pouvoir partager ton écran. D'accord. Bon, bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel Béguin. Je suis cofondateur et dirigeant de la société InsightSIP à Sophia Antipolis. Et donc, j'ai préparé quelques éléments pour vous parler de ces différentes technologies qui sont pour certaines déjà matures et pour d'autres en phase de déploiement massif à travers le monde. Donc, voici la présentation. J'espère que vous voyez bien les transparents. On voit très bien. Voilà. Donc, j'ai réparti ma présentation en quatre grandes thématiques. Une rapide présentation d'InsightSIP. Ensuite, je vais m'appuyer sur l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, que ce soit l'histoire classique, mais aussi l'histoire de la technologie. Je m'appuie sur l'histoire pour expliquer les avantages et les évolutions des différentes technologies. Parce qu'une technologie ne tombe pas du ciel, il y a des besoins, il y a des technologies, et elles sont plus ou moins disponibles, et elles apparaissent de plus en plus matures à un certain moment pour répondre à certaines questions techniques. Un petit résumé de tout ça, et ensuite j'aborderai les cas particuliers de nos produits à nous. Donc, InsightSIP est une société qui est spécialisée dans les systèmes in package RF, radiofréquence, et à l'intérieur de ça, on est aussi spécialisé dans ce qu'on appelle les antennes in package. Donc, c'est l'intégration de tout ce qui permet la communication RF depuis les processeurs jusqu'aux antennes. L'entreprise a été fondée en 2005. Elle a été fondée par Chris Barat, directeur technique, et moi-même. On est une vingtaine de personnes. On est spécialisé en simulation électromagnétique, en conception d'antennes et différentes autres parties importantes. On a développé des techniques de design spécifiques et on a une grande expertise dans l'industrialisation de ces solutions. Donc, sur le plan technique, l'entreprise est basée à Sophia Antipolis, où se trouve la conception et le management. On a une filiale à Denver, Colorado, et on a un bureau commercial à Tokyo. On ne vend pas de façon directe, on ne vend que par des distributeurs. Donc, on a un réseau d'une quarantaine de distributeurs à travers la planète. Et notre production est complètement sous-traitée sur 3 sites de production qui se trouvent à Taïwan et aux Philippines. Alors, qu'est-ce que l'on propose, nous, dans le monde de l'IoT? On propose de la connectivité courte distance, surtout sur les protocoles Bluetooth Low Energy, mais pas que. On travaille sur de la connectivité longue distance. Aujourd'hui, on a des produits LoRa miniatures, des modules LoRa miniatures, toujours avec tout incorporé, y compris les antennes. On aura d'ici peu de temps des produits sur la base NB-IoT qui seront aussi miniatures. Troisième élément important, c'est tout ce qui est positionnement précis des objets. Avec plusieurs technologies. Une des technologies étant l'ultra wideband, mais aussi le BLE,
Et enfin, on commence à proposer des solutions qui intègrent la sécurité forte à l'intérieur de la connectivité IoT. Et en milieu, vous avez des produits custom, qui est une partie de notre travail et de nos lignes de produits. Voilà, donc commençons par l'histoire. Alors l'histoire, je rappelle Monsieur Moore, qui était un des cofondateurs d'Intel, qui en 1965 a parlé et a créé un concept qui s'appelle les lois de Moore et qui sont toujours valables aujourd'hui. Donc, ce sont des lois empiriques et qui partent du principe que tous les 2 ans environ, la complexité des systèmes est multipliée par 2. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a une première loi de Moore empirique qui a été constatée. On voit le doublement des performances des systèmes électroniques de calcul et de computing tous les 18 mois. Donc, c'est même moins que tous les 2 ans. Donc, vous avez ici sur cette présentation, sur ce slide, l'évolution au fil des années, depuis grosso modo 1900 jusqu'à maintenant. Et donc, ça, c'est une loi qui continue avec des sauts technologiques plus ou moins forts, l'arrivée du microprocesseur, l'arrivée bientôt du calcul quantique, etc. Ce qui est intéressant pour vous, c'est aussi de noter qu'aujourd'hui, la densité de calcul est comparable à la densité de calcul du cerveau d'une souris. Et on peut imaginer que dans quelques dizaines d'années, la densité de calcul sera comparable à la densité de calcul d'un cerveau humain. Alors, deuxième loi de Moore que beaucoup connaissent moins, c'est le fait que pour respecter la première loi, il y a des contraintes économiques. Et les contraintes économiques sont simples, c'est que plus on va dans la complexité, plus ça coûte cher. Ça coûte cher à la fois dans la R&D, dans la production, dans les tests, etc. Alors, j'ai 2 slides sur ça. D'une part, une analyse qui avait été faite par Intel qui montre en 2005 à peu près qu'une usine de production à ce moment-là coûtait 3 milliards de dollars pour être mis en place. C'est ce qui explique que de nombreuses sociétés se sont mis en mode faiblesse et ne sont plus capables de financer la production de ce genre de composants, et que le nombre d'usines sur la planète qui sont capables de produire des composants très intégrés devient maintenant très, très limité. Deuxième exemple, c'est le coût de la R&D. Donc ça, c'est un slide qui date un petit peu, mais qui continue à être valable, qui a de 2013. C'était une présentation de Xilinx qui explique que plus on monte, plus on réduit la taille, plus le coût de R&D, que ce soit le design, le coût des masques, le coût des softwares, les rendements au démarrage, lors de la période de lancement des produits, deviennent importants. Et à cette époque, on en était sur du 22 nano. Le développement d'un produit était estimé à peu près 180 millions de dollars de développement. Aujourd'hui, pour les produits dans les nanotechnologies de 7 nano, le coût de développement d'un produit est plutôt dans la gamme des 500 millions de dollars si on démarre ex nihilo. Donc ça expliquera une partie de la suite de ma présentation. Alors, première chose importante, pour faire des systèmes intégrés, on a commencé par travailler sur des composants sur PCB, des composants discrets sur PCB. Puis très tôt, à partir des années 60 et 70, les fabricants se sont dit qu'on pourrait mettre différents composants dans un même boîtier, ce qu'on appelle des systèmes on the module ou des multi-chip modules. Et ce sont des technologies qui ont d'abord été développées par les grands acteurs, en particulier IBM, puis ont été déployés dans l'aéronautique. Vous avez quelques exemples ici. Donc, vous avez des boîtiers spécifiques, souvent pour supporter des contraintes thermiques un peu importantes ou des contraintes environnementales compliquées, en particulier pour l'aérospace et les applications militaires, qui intègrent plusieurs composants élémentaires à l'intérieur d'un boîtier.
Ça, c'est une approche donc, qui s'est répandue, qui a été massive pour le monde de l'ARL dans les années 60, 70, 80, 90. Deuxième point, c'est la façon dont on a progressivement complexifié les composants élémentaires. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un CPU, l'unité centrale d'un ordinateur. C'est une notion qui a été massivement introduite avec l'arrivée des micro-ordinateurs, donc dans les années 80 aussi. Là, c'était l'exemple d'un i486 de 1989 d'Intel. Donc, une CPU, c'était une unité centrale qui permet de faire du calcul et de calculer des opérations, de gérer des opérations. C'est un micro-ordinateur simplifié. Hein, donc, et ça a été la première grosse intégration de composants élémentaires à l'intérieur d'un même chipset. À partir de là, on a vu apparaître un peu plus tard une notion de system on chip. Donc, le system on chip est bâti autour d'une CPU. Quand vous avez la photo de droite, vous avez une CPU, mais on rajoute un tas de fonctions qui sont de la mémoire, de la gestion des entrées-sorties, la gestion du stockage des données, le traitement des signaux, etc. Et aussi, quelquefois, des fonctions RF. Et dans l'exemple de gauche, on essaye de mettre une antenne RF ou des antennes optiques, des connectivités optiques. Donc, pour dire qu'à l'intérieur d'un chipset, on a, au fil du temps, voulu incorporer de plus en plus de fonctions, pas seulement l'unité de calcul, mais aussi l'ensemble des solutions liées à la connectivité, aux capteurs, etc., etc. Donc, ça, c'est une tendance lourde qui est arrivée dans les années fin des années 90 et début des années 2000 et qui s'est déployée, on verra plus loin, à la faveur de l'arrivée des téléphones cellulaires, puis des smartphones. Alors, pour résumer, un système on chip par rapport à une classique composant sur un substrat, c'est quoi? On prend les différents composants sur un substrat, qui sont ici, par exemple, la RAM, la ROM, le CPU, les ZIC, et on les intègre à l'intérieur d'un même système on chip. Donc, ça paraît trivial aujourd'hui, mais il y a eu de très nombreux débats, de très nombreuses discussions pour savoir ce qu'on pouvait mettre dans un système on chip. Et donc, le marché a décollé réellement pour les systèmes on chip vers le milieu des années 2000 dans le monde des tablettes et des smartphones. Pendant que les PC continuaient, donc avec des fabricants comme Intel, AMD, continuaient à utiliser des CPU et à vendre des unités centrales, le système in package, le système on chip a grossi de façon très forte, et en particulier les systèmes on chip bâtis autour des technologies ARM, les Cortex divers et variés de chez ARM. Et on voit là ici en quantité, c'est pas en chiffre d'affaires, hein, c'est en quantité de pièces, que pendant que les processeurs centraux de type CPU continuaient leur vie, leur croissance tranquille, les systèmes on chip autour des technologies ARM se sont mis à exploser en milliards de pièces. Là, on est à 8 milliards de pièces en 2011. Estimé par les différents analystes. Troisième définition, les ASIC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ASIC? Un ASIC, pour le faire simple, on verra un peu plus loin, c'est un système on chip particulier à une application. Donc, on part d'un système on chip et on le développe pour qu'il soit dédié très, très spécifiquement et le plus finement possible à une application donnée. Donc, contrairement au système on chip que l'on vient de voir avant, qui lui est prévu pour une application ou une série d'applications plus générales. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les ASIC commencent à être intéressants à partir du moment où, pour une application spécifique, il y a des volumes qui sont volumineux et qui sont très importants.
Le coût de développement dont on a parlé tout à l'heure, de plusieurs dizaines, centaines de millions de dollars pour un SoC, pour un chip, c'est vrai aussi pour l'ASIC. Donc, il est absolument indispensable que le système on-chip ou l'ASIC soit développé lorsque le financement ultérieur par la production le permettra. Donc, voici les éléments principaux du système d'un ASIC. Un ASIC, c'est un produit donc non standard. Il a été développé pour une application très spécifique. C'est un produit custom et il a normalement, lorsqu'il est fait correctement, il n'y a pas besoin d'autres composants. Donc, il est totalement autosuffisant pour l'application. Le coût de la surconception est gigantesque, avec des frais, ce qu'on appelle NRE, les Non-Recurrent Expense, les frais initiaux qui sont énormes, et ne peut être réservé que pour de très, très gros volumes. Par contre, lorsque ces gros volumes sont atteints, si on ne s'est pas trompé, c'est une solution qui est particulièrement économique. Donc là, vous avez à nouveau des exemples de coûts en fonction des technologies. Maintenant, un système in package, c'est quoi? Un système in package, c'est un dispositif qui intègre plusieurs composants élémentaires à l'intérieur d'un même boîtier. Les composants élémentaires pouvant eux-mêmes être éventuellement une CPU, éventuellement un système on-chip, avec les définitions que j'ai données précédemment, et éventuellement des ASIC. Et donc, on prend des composants élémentaires passifs, actifs, de communication à base de silicium, à base d'arsenure de gallium, à base de n'importe quoi, et on les met dans un boîtier. Alors là, vous avez deux exemples de système in package. À gauche, vous avez un système in package qui a été développé par Inside SIP. Vous avez deux die importants qui sont un die actif qui est justement un ASIC au-dessus, qui est wire bondé, donc qui est connecté par fil. Et sous ce die, vous avez un ensemble de composants passifs qui ont été intégrés à l'intérieur d'un même morceau de semi-conducteur qui s'appelle de l'IPD, Integrated Passive Device, qui intègre l'ensemble des parties passives de ce dispositif. Donc ça, c'est un type de système in package. À droite, vous avez un système in package qui est proposé par une société américaine qui s'appelle Octavo System, qui est du computer ultra miniaturisé. Donc, vous avez différents composants qui sont un Cortex A7 de ARM, de l'EEPROM, des MEMS, etc., etc. Donc, c'est un dispositif assez compliqué qui permet de faire non pas de la communication comme l'exemple de gauche, mais du calcul puissant et miniature. Alors, pourquoi le système in package? Le système in package est apparu au début des années 2000 parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas facilement, ou c'était même complètement impossible, d'intégrer dans un même système on-chip des composants passifs avec des composants actifs, avec des technologies silicium complètement distinctes, comme le l'ASGA et le silicium, et donc voire des chips biomédicaux. Et donc, on a besoin, dans un besoin de diversification technique, on a besoin d'intégrer des composants élémentaires venant de différentes technos dans un même produit. Donc, à gauche, vous avez l'évolution vers, en verticale, l'évolution vers les systèmes on-chip et les ASIC. Et à droite, la diversification qui conduit au système in package. Et là, la figure, enfin la flèche en diagonale, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le mélange de ces différentes évolutions technologiques. Alors, avant les années 2000, toujours un petit peu d'histoire, le système in package est un produit qui a été, les tout premiers sont apparus en fin des années 90, d'abord chez Intel, le premier Pentium Pro que vous avez photo à gauche. Intel s'était rendu compte que pour avoir une solution qui fonctionne et qui soit efficace rapidement, il était plus pratique d'intégrer un processeur, donc une CPU et une fonction de type cache dans deux composants séparés qui étaient connectés les uns avec les autres. Donc, ça a été fait en 95.
À peu près à la même époque, Sony a souhaité avoir des die mémoire empilés pour pouvoir, comme vous le voyez sur l'image du milieu, avec 2 die de 128 MB, on obtient une mémoire de 256 MB. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des barrettes mémoire, lorsque vous achetez des sticks, lorsque vous achetez tout un tas de fonctions de mémoire, vous avez systématiquement 4, 8, 16, voire plus die qui sont empilés. Donc, tout ce qui est la mémoire est maintenant massivement composé de system in package homogènes, de composants strictement identiques qui sont empilés les uns sur les autres. Nous aussi, donc, Insightsip a commencé à travailler dans ce domaine, d'abord avec des gens comme Ericsson. Donc, ce sont là, c'est des parties pour les stations de base en haut. Ensuite, en bas, un module pour application Bluetooth classique, commercialisé par National Semiconductor et plus tard Texas. L'envolée du système in package, ça a été le déclencheur a été l'annonce qui a fait un peu l'effet d'une petite bombe dans l'écosystème de la conception électronique internationale d'Apple, qui a annoncé en avril 2015 l'iWatch. Et l'iWatch est composé à 100% de différents systèmes in package. C'est-à-dire que l'approche Apple a été de dire, je vais analyser chacune des sous-fonctions utilisables pour une montre et je vais, pour chacune de ces sous-fonctions, créer un système in package dans lequel je vais mettre un ou plusieurs ASIC, plusieurs systèmes on chip et tous les passifs qui vont avec pour pouvoir gérer la communication, le computing, les capteurs, l'écran, etc., etc., etc. Donc ça a été une bombe qui a fait que à la fois l'approche système on chip, les fabricants de système on chip ont compris qu'ils devaient s'appuyer sur cette technologie complémentaire qui est l'intégration dans un seul boîtier. Donc l'avantage des technologies système in package, c'est le fait qu'on peut incorporer plusieurs composants à l'intérieur d'un seul boîtier, que l'on peut aller jusqu'à l'incorporation de systèmes antennaires à l'intérieur d'un seul boîtier. Alors, allons maintenant sur une autre définition, le chiplet. Alors, chiplet, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus récent. C'est l'intégration de blocs de circuits qui ont été développés spécifiquement pour travailler avec d'autres parties de chiplet. Ça, c'est la définition dans Wikichip, donc qui est l'équivalent du Wikipédia. Prenons un exemple en dessous. Vous partez d'un die monolithique et vous voulez augmenter la puissance de calcul de votre système. La première approche, c'est de dire, je vais mettre plusieurs composants élémentaires côte à côte, par exemple dans ce cas 4 composants, pour avoir plus de puissance calcul. Donc on peut avoir comme ça un multicore qui va être encore multiplié. Et très vite, les concepteurs se sont rendus compte qu'au lieu de faire cette approche où vous mettez plusieurs CPU côte à côte, c'est plus intelligent de casser complètement cette architecture et de faire une architecture avec une partie centrale qui est la partie qui va faire le calcul ou gérer les I/O et des unités périphériques qui vont être chacun des corps de calcul. Donc, l'approche était de dire on ne va pas chercher à faire à tout prix un seul die ou une juxtaposition de die élémentaire, mais on va reprendre l'architecture complètement pour créer, dans ce cas, dans l'exemple de droite, 9 die différents qui sont juxtaposés. Alors ça, c'est apparu en 2016, c'est apparu de façon publique en 2016. La société Marvell, pilotée par d'autres entreprises, pilotée par DARPA. Donc DARPA, c'est un organisme américain qui gère les programmes importants pour la défense américaine et qui ont utilisé une technologie qui s'appelle Kangoo, donc c'est de l'interconnectivité de puce à puce, pour mettre plusieurs composants sur le principe que je vous ai présenté juste avant, côte à côte,
dans un même boîtier. Et donc, ça a été là aussi une petite bombe technologique, comme précédemment, où une société importante, Marvell, dit, nous, on va faire du chiplet pour pouvoir répondre à certains besoins. Alors, pourquoi le chiplet? Le chiplet, on revient au problème du coût. Cette courbe présente bien l'explication. Le coût de chaque millimètre carré de die, suivant des technologies, est en très forte augmentation. Je ne parle même plus des coûts de NRE de développement, qu'on a vu tout à l'heure, ni des coûts des usines, c'est directement le coût de fabrication. Il y a une explosion, là, facteur 2, quand on passe de 14 nanos à 7 nanos. Un composant basé sur une technologie 7 nanos par millimètre carré coûte 2 fois plus cher qu'un composant 14 nanos. Donc, il y avait déjà une tendance à la croissance, mais là, cette croissance est accélérée. Donc, il y a plein de raisons, ce n'est pas le sujet. Et donc, à partir de là, les concepteurs se sont dit, mais pourquoi utiliser un composant complet 7 nanos pour lui octroyer des fonctions qui n'ont pas besoin de 7 nanos. Donc, autant faire des chiplets, une partie, par exemple pour le computing, sera en 7 nanos, et d'autres parties seront en technologie beaucoup moins onéreuse pour avoir un système final qui soit pas trop onéreux. Donc, alors là-dessus, c'est embranché les très très grands du computing. Par exemple, AMD, qui a annoncé en début d'année 2020 une CPU qui s'appelle EPYC, qui est utilisée et qui est prévue pour les gros centres de calcul, pas encore pour les PC domestiques ou les PC des entreprises, mais pour les très gros centres de calcul. Donc, ils ont, dans ce petit document, ils expliquent que grâce à cette approche de type chiplet, ça coûte moins cher, moitié moins cher que si on fait le même dispositif dans une technologie unique de type 7 nanomètres. Donc, aujourd'hui, le design de chiplet pour le EPYC, les CPU 64 cores EPYC, c'est la solution la plus avancée de AMD. Alors, pour résumer tout ça, on voit ici une évolution de tout un tas de technologies qui se sont déployées les unes après les autres. Vous avez d'abord les modules multi-chip dans les années 80, on en a parlé tout à l'heure, les systèmes in-package qui ont commencé à apparaître fin des années 90, la ZIC qui est au-dessus, les modules RF, système in-package qui sont plutôt apparus au milieu des années 2000, l'interposition 3D qui est apparue à partir fin des années 2010, fin des années 2000, différentes technos de chip on wafer, et là on est dans une phase où on désintègre, on décompose les systèmes on chip qui avaient été développés de façon massive pour rendre les solutions économiques lorsque on aurait tendance à vouloir faire des systèmes on-chip gigantesques qui coûtent une fortune. Là, les gens comme AMD, et on va voir plus loin Intel, ont dit on arrête ça et on casse les systèmes on-chip pour en faire des chiplets. Donc, il y a une marche arrière dans l'approche système on-chip et c'est pareil pour les ASIC. Donc, pour résumer, le développement, donc pour répondre à la question de base, pourquoi l'un plutôt que l'autre, la réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple. C'est toujours un problème de compromis, comme dans toute la technologie, compromis entre les performances, les coûts et le lead time. Ne jamais sous-estimer le temps de développement et de mise en production. Et donc, c'est toujours un problème de compromis dans lequel on a des outils qui peuvent être de l'ASIC, du SOC, du chiplet ou du SIP. Ce sont des technologies qui sont complémentaires. Elles ont toutes le même objectif, c'est avoir plus de fonctions dans moins d'espace et le tout à un coût compatible avec la demande du marché. Chaque design de produit est unique. Il n'y a pas de solution qui doit être simplement dupliquée en disant « Ah oui, moi je sais faire des systèmes in-package, c'est la meilleure solution, je sais faire de la ZIC, c'est la meilleure solution, je sais faire du
du SOC, c'est la meilleure solution. Je sais faire du SIP, du chiplet, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas de réponse unique qui peut être faite. Et on doit toujours regarder l'ensemble des paramètres de ce compromis qui sont quelle miniaturisation on veut obtenir, est-ce qu'on peut réutiliser de l'IP déjà existant pour ne pas réinventer l'eau chaude, quel est le risque du design, on oublie souvent le risque, hein, donc le contrôle du risque est particulièrement important. Quel est le cycle de développement? Si on part sur un marché pour lequel le besoin se fait jour dans un an, c'est ridicule de partir sur un développement compliqué d'un ASIC pour lequel il faudra au moins 3 ans. La minimisation du nombre de spins. Contrairement à ce que certains pensent, c'est quasiment impossible d'avoir une solution qui marche du premier coup. On est toujours obligé de refaire un spin ou deux dessus pour travailler là-dessus. La minimisation des coûts initiaux et des développements, et bien sûr la minimisation des coûts de production liés en particulier au rendement. Le rendement de production, c'est un élément qui est souvent sous-estimé par les gens qui font du design. Je suis un peu étonné et déçu qu'on n'ait plus trop d'usines de semi-conducteurs en Europe, et ce qui fait que beaucoup de concepteurs européens n'ont jamais mis les pieds dans des usines de fabrication et n'ont pas cette notion de rendement en tête. Et le rendement, c'est pas compliqué. Chaque point de rendement perdu égale un point de profitabilité perdu. Et enfin, il ne faut jamais minimiser la complexité d'un système de production avec plusieurs sites. Par exemple, si on fait du system in package ou du chiplet, on est souvent amené à travailler avec des sites divers qui sont pour chacun spécialisés dans une partie du processus. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Pour terminer cette partie, je laisse la parole pour moi, le leader mondial incontesté des CPU et du développement compliqué des nouveaux nœuds technologiques qui s'appelle Intel. Donc, Intel, sur leur site web, présente un nouveau concept qui est le Stratix 10. Vous pourrez aller voir sur leur propre site, qui dit que les avances en intégration 3D et les technologies de packaging rendent possible de créer des systèmes très compliqués dans un seul boîtier qui utilise plusieurs chiplets de multiples technologies. Donc, c'est-à-dire que des fabricants comme AMD précédemment, Maxell et Intel sont convaincus de l'avenir des solutions où on a revu l'architecture en séparant les variables dans des composants distincts qui sont chacun optimisés pour sa fonction. Là, je pense que vous aurez accès à la présentation. Je vous ai donné, pour ceux que ça intéresse, un certain nombre de sites et même une petite vidéo sur le chiplet que vous pourrez consulter pour apprendre plus. Et là, je parle rapidement d'InsideSIP, ce qu'on a fait. Donc, nous, dans la partie SIP de type connectivité, on voit très bien l'évolution sur le transparent, sur la partie gauche. Vous avez, dans les années 90, tout le monde fait du PCB avec une antenne séparée. Ça, c'est la conception classique des systèmes radio du milieu des années 90. À partir de 2000 jusqu'à 2010, ce que l'on a fait nous, et pas que nous, hein, c'est des systèmes in package RF, comme dans cet exemple de National Semiconductor, qui inclut tout sauf l'antenne. Et à partir de 2010, nous avons intégré l'antenne. Donc, ça, c'est un des produits que l'on propose. Vous avez à la fois les basebands, donc le système on-chip, l'ARF, le matching, etc., et le système antenne. Donc, ça, c'est une tendance lourde du marché. Aujourd'hui, on est les seuls à savoir aller plus loin, à savoir mettre 2 radios et 2 antennes incorporées dans un même système package miniature. Ce n'est pas le sujet. Donc, vous avez des applications pour lesquelles la miniaturisation est absolument non seulement mieux, mais indispensable. Vous prenez des exemples d'oreillettes connectées, que ce soit pour des applications grand public ou pour des applications médicales. La miniaturisation 3D est
absolument nécessaire, sinon on ne sait même pas faire l'objet. Ça, c'est un petit exemple. Un autre produit que l'on a développé pour des applications différentes, c'est une application militaire. On a été très fiers d'avoir la photo de notre produit qui se trouve ici, enfin, ce qui est dans le produit sur les images du film American Sniper. Donc, c'est un développement d'un système miniature de connectivité RF pour lequel je ne peux pas donner trop d'éléments confidentiels, je n'ai pas le droit, qui est utilisé par les commandos de marine américains, les Navy SEAL et d'autres commandos, mais américains. Un autre exemple, c'est pour la station spatiale ISS, en travaillant avec une société française qui s'appelle Bodycap, on a développé un dispositif de mesure de biométrique utilisé par les spationautes lors de leur présence sur la station spatiale. Au niveau de chiplet, je vous présente deux exemples. Un premier exemple, c'est un produit qu'on a développé sous forme d'une carte micro SD. Vous avez donc, c'est un microprocesseur Linux. À notre connaissance, c'est le plus petit micro-ordinateur qui a jamais été fait sur la planète, dans lequel vous avez un Cortex A5, 512 MB de RAM, 8 Go de flash, etc. Bon, plus tout ce qui est gestion des CDC, régulateurs et autres, et découplage. Le tout étant construit à partir de 6 die différents qui sont empilés ou posés les uns à côté des autres. Ce die ici c'est lui-même un ASIC et les autres die sont ici, on les voit un peu moins parce qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Donc, c'est un chiplet 3 dimensions. Pour votre information, à l'intérieur de cette carte micro SD, vous avez plus de 1000 fils de connectique. Autre exemple, ça c'est un chiplet aussi à partir de 2 die, c'est peut-être plus simple à première vue. Ces 2 die, c'est pour une application de type aéronautique. Vous pouvez, c'est pour la société Teledyne 2V. Vous avez même une petite vidéo YouTube qui présente le produit. Là aussi, c'est du calcul ultra puissant et ultra rapide. Pour donner quelques chiffres, c'est que le système est cloqué à 1,8 GHz. Il fonctionne sur un concept de transmission de données à 72 bits massivement parallèles. Donc, ce n'est pas des connectivités série. Il y a autant de fils que de bits. Et il y a 1,6 giga transmission par seconde. Donc, chaque seconde, il y a 1,6 giga paquet de données qui passent d'un morceau à l'autre. Voilà. Alors, toujours pour résumer, bon, ça, vous le regarderez tranquillement si ça vous intéresse. On a une très grande expérience dans ce monde du SIP et du chiplet, avec différents produits depuis le début de la société en 2005, puis le premier produit en 2007 on a été très fiers d'avoir, c'était notre premier succès, le module Wi-Fi System in Package intégré dans les Samsung Galaxy. En 2009, on a eu un produit qui a été intégré dans l'iPhone 3GS, etc., etc. On fait partie, à partir de 2010, d'une des rares sociétés françaises qui soit accrédité CECOM, donc pour voir le genre de composants que vous avez vu précédemment utilisés par les Navy SEAL. Voilà, sans aller plus loin là-dedans. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Oui, merci de poser vos questions par écrit, donc dans le module questions sur le menu GoToWebinar. Merci beaucoup, Michel, pour ton partage d'expertise. Ça semble beaucoup plus clair maintenant la différence effectivement entre ces différentes technologies et les applications ciblées. Donc, je vois pas de questions jusqu'à présent, donc merci de les poser. Si tu peux me redonner peut-être la main, Michel? Oui. Quelques secondes, qu'on puisse voir peut-être les prochains événements. Voilà. Alors, oui, juste rapidement,
pour vous dire qu'on parlera également de ces différentes technologies et du compromis entre coût, miniaturisation, temps de développement et performance, hein, et miniaturisation, bien sûr, lors de la journée microélectronique que SCS organise à l'école des mines de Gardanne, où un protocole sanitaire très strict a été mis en place, hein, pour pouvoir vous accueillir. Donc sur 200 places, seules 75 personnes seront acceptées. Et ce sera l'occasion également pour le délégué général du comité stratégique de filière électronique de partager son plan, en tout cas certains aspects du plan de relance et de relocalisation de la filière électronique en France et en Europe, bien sûr, et un débat et en tout cas un partage avec remontée de vos idées et des idées des participants est bienvenue et sera organisé en début d'après-midi. Voilà, donc ça c'est juste pour les événements présentiels qui sont sur ce thème-là. Et bien sûr, la présentation de Michel, hein, sera disponible dès lundi dans l'espace membre pour les membres du pôle SCS. Et par contre, le webinaire en replay sera disponible pour tous également en début de semaine prochaine dans l'espace publication vidéo. Voilà, vos questions. Je vais essayer de lire si vous avez quelques questions. Je change d'écran. Alors, pourriez-vous parler de coûts et d'ordre de grandeur? Des ordres de grandeur de coûts. Je vous ai donné quelques ordres de grandeur. Donc, si on parle des produits, je vous présente deux produits. Ça, c'est le module chiplet qui a été développé pour E2V Teledyne. Et ça, c'est un module System in Package BLE. Ces deux produits, non seulement ils ont une taille différente, ils ont des technologies de conception similaires, mais les coûts sont complètement différents. Vous avez le produit de droite, le petit module BLE, au final, c'est quelque chose qui coûte, allez, je dirais 2 euros, 2 dollars, voire 2 dollars et demi, hein, donc c'est un prix bas. Le chiplet à application aéronautique embarqué dans des avions militaires ou dans des missiles de croisière, c'est un dispositif qui vaut plusieurs centaines d'euros hein, au minimum. Hein. Je n'ai pas le prix exact parce que ça ne nous concerne pas directement, mais donc ça, c'est pour le coût des produits. Donc le coût des produits, c'est très variable. Avec des approches de type system on chip, vous savez comme moi qu'on a des composants qui coûtent, si ce sont des connectivités Bluetooth, Wi-Fi ou des chips, c'est moins du dollar. Si vous avez des solutions plus compliquées, ça coûte plus cher. Donc le coût, il est pas simple. Le deuxième point, c'est la partie NRE. Donc les NRE, vous avez vu tout à l'heure les coûts de NRE pour le développement d'un système on-chip complexe. Quand on est à des nœuds technologiques de 7 nano ou même un peu plus, on est dans la gamme de 100 à 500 millions de dollars de coûts de développement. Seuls les gros acteurs peuvent se le payer. C'est vrai pour du SOC, c'est vrai pour de l'ASIC, c'est vrai pour ou des CPU. Quand on développe des solutions de type System in Package, voire fabrication de chiplets pour lesquels les composants qui sont mis dans le chiplet existent déjà, ce qui a été le cas dans celui-ci, par exemple, les composants de base existent déjà sur le marché, ils ont été financés et amortis par d'autres choses. Là, le coût de développement, il est plutôt je dirais, de l'ordre de demi-million de dollars, à peu près 500 000 euros, hein, si on démarre ex nihilo. Si on fait du reuse, ça coûte moins cher. Hein. Ça donne un peu les ordres de grandeur des coûts de NRE. D'un côté, le développement d'un chip compliqué, système on chip, système package, système ASIC, plutôt dans les centaines de millions de dollars. Et de l'autre côté, le développement d'un SIP, c'était plutôt de l'ordre de 500 000 euros ou 500 000 dollars. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Oui, je pense que tu as très bien répondu. Effectivement, c'était concernant les NRE. C'est parfait. Si tu veux bien une deuxième question, peut-être question courte, réponse courte, si tu veux bien, parce qu'il y a d'autres questions. Quels sont les enjeux techniques et les verrous dans les SIP à ce jour? Alors, les verrous, les enjeux techniques, donc les barrières à franchir, c'est déjà s'assurer que les composants que l'on utilise pour constituer un SIP sont
ce qu'on appelle des non-good die, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant bons à 100%. Pourquoi? C'est pour une raison de rendement final tout simple. Si vous avez plusieurs composants qui sont intégrés dans un même boîtier et qui ne sont pas assurés d'être avec un rendement de 100%, par exemple, vous avez un die qui fait 95% de rendement et l'autre qui fait 95% de rendement, le rendement final, il sera multiplicateur de 95 par 95. Donc, le rendement du dispositif final ne sera au mieux que moins de 90%. Si vous avez trois composants qui sont intégrés, qui eux-mêmes, chacun des trois est de 95% de rendement, vous aurez ce problème. Donc, la première difficulté, c'est de s'assurer que les fournisseurs, soit soi-même, soit le fabricant à qui vous achetez les composants, vous garantissent que chacun des composants que vous allez intégrer dans un SiP, et plus il y a de composants, plus c'est critique, sera entièrement testé et sera bon à 100%. Deuxième paramètre important, c'est savoir faire fonctionner des composants qui ont été à la base prévus et designés pour être en fonctionnement en solitaire. Et ça, c'est encore plus vrai dans l'ARF, mais même pas que dans l'ARF. Par exemple, si vous avez un composant qui a une tendance à évacuer de la chaleur, si vous le mettez mal par rapport à un autre composant, vous pourrez générer ce qu'on appelle un hotspot, et le hotspot sera un point de faiblesse final du dispositif terminé. Donc, vous devez nécessairement faire de la simulation thermique pour vous assurer qu'à l'intérieur de votre petit boîtier, il n'y ait pas d'effet thermique mal compris. Vous avez aussi des problèmes liés à la mécanique. Quand on met des composants les uns sur les autres, les uns à côté des autres, plus ou moins, il y a nécessairement des effets mécaniques, donc des stress mécaniques, et ça aussi, ça doit être finement analysé. Et enfin, quand on arrive à l'ARF, si les boîtiers RF on avait tendance à les blinder les uns par rapport aux autres avec des composants discrets posés à côté des autres, ce n'était pas sans raison. C'est parce que quand vous avez plusieurs composants radio qui sont tout proches les uns des autres, ils vont mutuellement se polluer par des effets de crosstalk. Et donc, ça aussi, il faut le simuler finement pour s'assurer que l'on maîtrise correctement les contaminations mutuelles par les fréquences RF émises d'un composant vers un autre. Voilà. Ok, merci beaucoup Michel. Une autre question qui concerne plus Inside SiP, finalement la société. Vos produits étant très spécifiques, pourquoi avoir fait le choix de la distribution au lieu de la vente directe? Dans le sens où tu as mentionné, je crois qu'il y avait plus de 40 distributeurs. Oui, alors pourquoi on a fait le choix des distributions? Parce que nos produits sont aujourd'hui massivement. Alors, comme je l'ai dit, on a du produit, des développements de produits custom. Là, les clients les utilisent pour leurs propres besoins en général. Ils ne sont pas distribués. Ils ne sont pas le produit on ne s'occupe pas de la vente et de la distribution. Nos propres produits, on s'est volontairement focalisé, les circonstances ont fait qu'on s'est focalisé sur le monde de l'Internet des objets. Le monde de l'Internet des objets est massivement éclaté en une myriade d'entreprises. Si je donne une comparaison, vous prenez la téléphonie cellulaire, aujourd'hui, vous avez moins de 20 acteurs sur toute la planète qui développent des téléphones cellulaires, des smartphones, ou qui sont les sous-traitants principaux de ces smartphones. Il y a moins de 20 sociétés. Donc, si vous voulez vous adresser à ce marché du téléphone cellulaire, si c'est votre cible, vous pouvez le traiter en direct parce que vous discutez avec un nombre limité d'entreprises. Si vous êtes dans le marché de l'automobile, c'est pareil. Si vous êtes dans le marché du PC, c'est pareil. Du PC, de tablette, de portable, c'est pareil. Maintenant, si vous vous intéressez au marché de l'IoT, nous, par exemple, on a nos produits qui sont aujourd'hui implantés dans à peu près, à ma connaissance, 3000 sociétés sur la planète et plusieurs centaines de fabricants actifs qui produisent en quantité. On n'a pas, en tant que PME, on n'a pas la capacité technique et financière de traiter tous ces clients nous-mêmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des commerciaux à travers tout le monde.
pour gérer les questions techniques. Donc, les distributeurs sont là pour ça. Ok, très bien, merci Michel. Une autre question, réponse courte s'il te plaît. Est-ce que l'introduction de supercapacités dans les SIP est d'actualité? Ah, bien sûr. Les supercaps font partie des produits qui un jour ou l'autre vont être incorporés dans les SIP, enfin, ou dans les produits IoT, parce qu'ils répondent à certains problèmes. Alors, par exemple, le fait que on doit trouver une solution de type buffer, buffer, comment dire, énergétique, entre des piles boutons qui ne savent pas dispenser plus de 20 milliampères en tant que fournisseur d'énergie, sous peine d'abîmer les piles, vers des dispositifs qui peuvent avoir des pics au moment d'un changement d'état ou d'un démarrage supérieur à 20 milliampères. Donc là, il y a tout un travail fin pour la gestion de l'énergie pour faire ça. Et les supercaps font partie des outils qui peuvent être utilisés, qui servent de tampon énergétique entre les sources d'énergie et les utilisations et les composants qui utilisent cette énergie. Ok, merci. Alors, une petite question très précise avant une grande question plus large autour de la 5G, où j'imagine que tu auras beaucoup de choses à dire. Les produits Inside SIP, donc, sont-ils conçus pour l'aéronautique civile dans un contexte DO 254 nécessaire vis-à-vis de la certification? Alors, nous, on n'a pas comme objectif de chercher les certifications tout azimut. Si je prends l'exemple que je vous ai monté de E2V, E2V est une société qui travaille dans le monde de l'aéronautique et qui a toutes les certifications nécessaires. Ils assurent la production du produit et ils le vendent et discutent avec les services qualité de leurs clients. Nous, ce n'est pas notre métier. De la même façon, lorsqu'on fait des composants qui sont utilisés dans des applications médicales, on n'a pas comme vocation d'être spécialisé dans les systèmes de certification médicaux. Donc, on développe des composants, on commercialise des composants, et c'est nos utilisateurs qui ensuite se retournent à discuter avec leurs propres clients pour avoir ces certifications. On n'a pas la surface ni même la volonté d'être multi-certifié sur une multitude de concepts. On a par exemple récemment des clients qui nous demandaient est-ce que vos composants sont certifiés pour des fonctionnements en atmosphère détonante pour le monde du pétrole ou de la chimie, de la pétrochimie. On a dit non, désolé, si vous voulez, faites les essais. Mais nous, on ne va pas faire les essais pour ce genre de choses. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Dernière question, donc, on parle beaucoup de 5G pour l'IoT. Qu'en pensez-vous? Ah, bonne question. Moi, je pense que l'IoT, le 5G, c'est une technologie qui a des avantages, qui va arriver un jour ou l'autre, mais qui, de mon point de vue, a été survendue. C'est comme une start-up qui survend ses compétences, a été survendue sur le concept que la 5G va remplacer tout le reste. Pour moi, c'est une ânerie. La 5G a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients, et ça ne remplacera pas le reste. Quand on me dit que la 5G va être la façon de remonter de l'information de tous les capteurs que l'on a sur soi ou autour de soi, pour moi, c'est idiot. Il y a d'autres technologies qui le font très bien. Certains capteurs vont passer en LTE-M ou en NB-IoT, ça c'est clair, mais on va continuer à avoir plusieurs approches technologiques qui vont être en parallèle et le 5G ne remplacera pas tout le reste. Alors l'autre problème du 5G, toujours dans la survente, c'est qu'on nous dit que la 5G va être capable de fonctionner avec des bandes de fréquences très élevées, jusque plusieurs dizaines de gigahertz. Très bien, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, c'est plutôt pour après-demain. Donc, pour moi, la 5G va commencer tout simplement à être un dispositif de 4G plus évolué, point.
Ok, merci Michel. Si tu veux bien, deux petites questions qui sont arrivées, qui sont très pertinentes. Quel type de capteur avez-vous, donc vous, InsightTip, intégré en SIP ou en chiplet? Alors, les capteurs, le problème des capteurs, c'est que si vous prenez par exemple un capteur, un accéléromètre, vous avez des centaines de composants capteurs accéléromètres sur la planète, provenant de plein de fournisseurs. Chacun de ces capteurs accéléromètres a des avantages, des inconvénients, que ce soit le prix, que ce soit les performances, la gamme de fonctionnement, etc., etc. Tant qu'on n'a pas un client ou un marché qui a besoin d'un capteur particulier, on n'intègre pas les capteurs dans le système package. Alors, je dis ça, c'est pour nos produits à nous. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a des clients avec qui on a travaillé qui ont, eux, besoin d'un capteur en particulier que l'on intègre dans un système package, et à ce moment-là, on le fait. Et le capteur pouvant être du capteur il y a tout type de capteurs, hein, du capteur de température, du capteur de pression, pas de pression atmosphérique, parce que là, c'est plus compliqué, il y a besoin de faire des trous, mais de capteurs de stress, etc. Et ça, on fait. D'accord, ok. Une autre question, peut-être la dernière. Aujourd'hui, l'ultra-wideband est utilisé pour la géolocalisation. Pensez-vous que ce standard va évoluer vers la communication haut débit courte portée? Ben, à la base, l'ultra wideband, si vous regardez l'histoire de l'ultra wideband, nous, ça fait bientôt 20 ans qu'on travaille sur ce domaine, non pas en tant que concepteur. Nous, le premier produit qu'on avait fait, SIP Ultra Wideband, c'est avec une société qui a disparu, qui s'appelait Staccato Communication, qui se trouvait en Californie et qui faisait du l'ultra wideband pour application Y-Media. Donc le Y-Media, c'était la transmission de données entre quelque chose et un écran, un PC, une tablette, une télévision, etc. Ce marché n'a pas décollé. Ensuite, on a travaillé dans les 3 bandes pour une société bien connue qui s'appelle Nokia, pour la connectivité très courte distance, transmission de données depuis une mémoire vers, donc c'était du wireless memory, pour permettre de travailler avec des mémoires non connectées à l'objet, à votre tablette, votre PC. Donc vous aviez une sorte de carte mémoire que vous mettez sur votre table ou ailleurs et vous transmettiez les données. Ça aussi, ça n'a pas décollé. Ensuite, on a travaillé avec des sociétés japonaises sur un avatar de l'ultra wideband qui s'appelle la technologie TransferJet. Là aussi, c'était pour de la transmission de données ultra rapides entre des gens qui vendent des livres, des films ou que sais-je sur les métros, les quais de métro à Tokyo et les Tokyoïtes qui veulent regarder un film pendant qu'ils sont dans leur rame de métro. Ce marché du transfert jet n'a pas décollé non plus. Donc, la connectivité courte distance à base d'ultra wideband ou d'avatar d'ultra wideband, c'est de très belles technologies qui marchent très bien, mais pour des raisons commerciales que je ne comprends pas, ça n'a jamais décollé. Alors peut-être que dans quelques années, ça va décoller, c'est possible. Hein. Donc voilà, ça c'est la réponse. Et donc cette approche est pas récente, elle a 20 ans maintenant. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse franche et très claire. J'espère que ça aura éclairé nos participants. Donc, juste petit rappel, un prochain événement donc WebTech donc online le 20 octobre de 11h à midi et demi en collaboration cette fois avec Cap Énergie autour de la transformation digitale. Comment les technologies du numérique vont transformer les PMI, les petites et moyennes industries et améliorer la compétitivité des entreprises. Donc, ce sera le 20 octobre à 11h. Et le prochain événement physique aussi aura lieu dans les nouveaux bureaux du pôle SCS à Rousset, une nouvelle salle de réunion avec un protocole sanitaire strict aussi pour que vous soyez à 1,50 m de distance chacun, avec 10 personnes maximum qui pourront participer. Ce sera un nouveau concept, un nouveau format d'atelier. Le premier donc aura lieu sur l'IA et la création de valeur autour de l'intelligence artificielle, et on abordera un cas d'usage très très innovant autour de l'IA et la marketplace, et on verra comment les algorithmes de machine learning notamment ont permis de sécuriser
et d'améliorer le cycle de développement d'un produit d'un client qui travaille donc dans la marketplace avec Away, un expert IA de chez nous. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous êtes bienvenus en vous inscrivant auprès de Audrey Rivollet. L'adresse email est en bas de cette slide et cet atelier sera dupliqué le 5 novembre à Sophia Antipolis, toujours dans les locaux du pôle SCS au Business Pôle. Et puis une journée qui peut peut-être vous intéresser aussi dans le nouveau bâtiment de l'IMARED à Nice sur la Smart City, Smart Territory, où les métropoles Nice-Côte d'Azur, bien sûr, Aix-Marseille, mais aussi EDF, Enedis, le Canal de Provence et d'autres donneurs d'ordre viendront partager leurs besoins en innovation autour donc de ces sujets de Smart City, Smart Territory et en général de l'optimisation des ressources, eau et énergie au service du territoire et du citoyen. Voilà, plus d'informations à travers les slides pour les membres du pôle SCS sur l'intranet, le replay du webinaire dès le début de semaine prochaine sur la page publication vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end un peu en avance et rendez-vous si vous êtes intéressé au prochain webinaire le 20 octobre à 11 h. Merci à tous. Voilà, merci Michel. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci le pôle et à bientôt. Voilà. Et vous pouvez me joindre directement si vous le souhaitez. On mettra tes coordonnées sur les slides. Et merci, au revoir. Au revoir.